Moi, j'ai pas l'image là, j'ai rien. Ensuite, la vidéo là. Ouais. C'est bon. Bonjour. Je ne suis pas Jean-Baptiste Djebari, mais il arrive. Ah bon? Il n'y a pas eu un coup d'État alors? Non, Non. non, Alors, la loi limitée va bien au-delà. voilà. Bon. Donc, Bon, je vous dis dans quelques instants. très bien. J'ai vu Thierry apparaître tout à l'heure et disparaître. Ah, bonjour Thierry. Allô, vous m'entendez? Probablement, il ne comprenait pas les intervenants. Hein. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première conférence de European Mobility Expo 2020. Vous aurez pendant 2 jours un certain nombre de séances, d'échanges, 7 conférences entre autres, mais aussi des rendez-vous d'affaires, des expos, tout un tas de choses pour cette expo un peu inhabituelle vu les circonstances sanitaires et qui se déroule 100% digital. Et donc, avec cette année, plus que d'autres, des sujets d'actualité qui vont nous occuper pendant ces conférences sur 2 jours. Alors, évidemment, la première conférence joue un peu un rôle inaugural. Et avant de vous présenter l'ensemble de nos intervenants tout à l'heure, je vais demander tout de suite à Anne Gérard, qui dirige Objectif Transport Public, qui organise l'ensemble de cette manifestation pendant 2 jours. Je vais vous demander, Anne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander un peu quel est votre objectif aujourd'hui pour cette entrée dans ces 2 jours de débat, crise sanitaire, état des lieux et perspectives en France et en Europe. Vraiment, c'est un sujet qui est absolument essentiel pour le transport public. Oui, merci Gilles. Bonjour à tous, bienvenue. Monsieur le ministre, soyez également le bienvenu à European Mobility Expo. Bon, simplement déjà vous dire que nous aurions préféré accueillir tout le monde aujourd'hui sur l'espace de notre salon à Paris, mais la crise sanitaire en a décidé autrement.
Donc, nous avons souhaité effectivement rebondir, quoi qu'il arrive, en offrant aux acteurs de la mobilité une version en ligne de Yumo Expo qui réunit aujourd'hui et demain 130 exposants connectés. Donc, cette conférence d'ouverture est l'occasion de revenir sur cet événement au long et accidenté cours, j'ai envie de le dire comme ça, qui a profondément affecté les transports publics en France et dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Donc, si le début de la crise, dès le début, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs également ont su répondre présent, s'adapter, assurer une continuité de la chaîne des mobilités au service de nos concitoyens. Nous savons tous que les ressources des transports publics et ferroviaires ont été sévèrement touchées par cette crise sanitaire. Donc en fait, face à cette situation, je pense qu'aujourd'hui, il est légitime de se demander quels seront nos réseaux de transport demain et aussi de s'interroger sur le retour des voyageurs et leurs potentielles nouvelles exigences. Voilà un peu les questions qu'on va se poser dans cette conférence d'inauguration. Donc, je dis à tout le monde, merci d'être avec nous, et Monsieur le Ministre également. Et donc, au nom de mes collègues élus et de nos partenaires, je vous remercie à distance, mais chaleureusement, de votre présence à nos côtés. Et donc, je vous laisse la parole. Jean-Baptiste Djebbari, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour inaugurer cette conférence. Alors, Monsieur le Ministre, on va retrouver Jean-Baptiste Djebbari dans quelques instants. Un petit problème technique manifestement. Il faudrait activer la caméra et le son du ministre. Alors peut-être quelques mots en attendant peut-être en attendant que le ministre puisse se connecter. Je vais demander peut-être à Louis Nègre quelques mots en attendant que le ministre, dont on me dit qu'il est au téléphone avec Jean Castex. Alors peut-être qu'il y a quelques derniers arbitrages, un suspense en direct. Louis Nègre, merci d'être avec nous, Président. Quelques mots pour, en attendant que le ministre peut-être annonce un certain nombre de nouvelles. Le transport public attend pas mal de choses en ce moment. C'est important pour les autorités organisatrices de savoir que l'État sera à leur côté dans cette période très difficile. Bien sûr. Et tout à l'heure, Anne Gérard a expliqué pourquoi nous avions organisé avec Thierry Mallet, l'UTP, le GIE et le GART cette réunion. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état, sinon de guerre, de crise. C'est clair, tout le monde s'en aperçoit tous les jours. Et puisqu'il s'agit d'un état des lieux et des perspectives en France et en Europe, la volonté qui est la nôtre, c'est de faire le point grâce à ces conférences-là, grâce à cet échange virtuel. Alors, j'aurais aimé effectivement entendre le ministre en premier, c'est bien normal, et j'espère que, mais s'il est avec le Premier ministre, on peut le comprendre. Hein. Donc, d'ores et déjà, on peut lui poser un certain nombre de questions, puisque en France, les transports publics, c'est d'abord l'État et les orientations. Alors, nous sommes dans une situation difficile. Quand je dis difficile, c'est très simple à comprendre. À partir du moment où on a une baisse du versement mobilité, une baisse des versements tarifaires, des recettes tarifaires, à ce moment-là, nos agglomérations, nos villes, toutes nos autorités organisatrices de transport sont dans une situation financièrement très difficile qui risque d'avoir des conséquences majeures non seulement sur les transports du quotidien, parce que nous sommes là pour ça, toutes les autorités de transport se sont mobilisées. Nous avons eu au départ
4 à 5 fois plus, je dirais, d'offres que de clients dans le premier confinement. Thierry Mallet nous le confirmera de son côté avec les opérateurs. On s'est tous retrouvés sur le pont pour faire face et pour permettre à tous ceux qui devaient se déplacer de continuer à être un service public du quotidien. C'est nous qui aidons les gens à nous déplacer, c'est nous qui, grâce au transport public, aidons à faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de vie aussi dans nos centres-villes, une meilleure santé publique. Louis Nègre, je crois que votre plaidoyer tombe à point puisque Jean-Baptiste Djebari vient de nous rejoindre. Et je vous propose, je pense que Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, je pense que vous avez entendu le plaidoyer de l'UNEC pour le transport public dans cette configuration très difficile sanitaire. Je vous laisse la parole pour le lancement de ces 2 jours de débat qui sont très attendus par l'ensemble des professionnels du transport public. Merci beaucoup, cher Gilles, et bonjour à tous. Bonjour particulièrement à Louis que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais étudié aussi dans un passé lointain. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un moment particulier pour le transport public, et je voulais en profiter pour vous remercier pour la très très grande mobilisation que vous avez eue ces derniers mois. C'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'est un peu contracté, mais tout ça a commencé, en tout cas les grandes difficultés ont commencé en mars-avril dernier. Et je dois dire que dès que les choses se sont passées, dégradées, vous avez été d'une très très grande réactivité, non seulement pour mettre en place les bons protocoles sanitaires, pour nous accompagner en quelque sorte dans le fait de poser le curseur au bon endroit, et puis surtout pour construire ensuite ensemble la période du déconfinement, pour construire les premières compensations que nous avons inscrites dans la loi, notamment pour le versement mobilité. Donc merci pour cette période qui a été une période honnêtement a posteriori qui a permis de créer aussi un certain nombre de loyauté et de, comment dirais-je, de bonne entente commune. Et Dieu sait que ça compte en période de crise de savoir que nous avons avec nous des acteurs qui sont compétents et fiables. Donc, merci pour ça. Peut-être vous dire 3 choses, 3 temps tels que cela me vient là. Dire d'abord effectivement qu'il a fallu gérer l'urgence. Nous avons fait en sorte, dans la gestion de l'urgence, de mettre en œuvre des moyens importants. Alors, c'est ce que vous connaissez maintenant parfaitement bien, notamment les compensations en termes de versement mobilité. Et au total, les chiffres sont considérables. Hein. C'est quand même 3 milliards d'euros d'aide de l'État pour les transports collectifs qui ont été mis en œuvre, 2 milliards pour Île-de-France Mobilité, 1 milliard hors Île-de-France. Et nous aurons bien sûr des moments, des clauses de revoyure pour gérer finalement ce qu'aura été l'impact du 2e confinement, même si sa gravité, sa profondeur est évidemment un peu moins grande que le premier acte, en quelque sorte. Il a fallu ensuite gérer la relance. Merci là encore de votre action, de vos informations. Ça nous a permis d'étalonner au mieux le plan de relance s'agissant des transports, notamment des transports en commun, pour mobiliser un peu plus d'1,2 milliard, non seulement sur les transports en commun, mais aussi sur le vélo, à la fois en Île-de-France, qui concentre beaucoup des investissements actuellement, mais aussi en région, qui se sont ajoutés évidemment au grand plan de relance pour le ferroviaire que nous avons mis en place, qui permet de ne rien renier aux objectifs de 2017-2018 sur la régénération du réseau et d'inscrire des priorités politiques nouvelles. Je pense notamment aux petites lignes, avec ces premiers grands contrats que nous avons signés avec les régions. Et je pense évidemment au sujet du fret et des trains de nuit qui, je crois, forment, avec ce que nous avons fait sur le cœur d'activité du système ferroviaire, un paquet assez global. Et puis, nous avons eu hier un moment qui était un moment finalement assez enthousiasmant, avec le lancement le prolongement ou l'inauguration du prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen. Je crois que ça a rappelé et ça a permis à chacun de rappeler l'importance qu'ont les transports publics dans la vie quotidienne, dans leur capacité aussi à jouer leur rôle d'équité sociale dans les territoires. Et ça vaut ce qui vaut évidemment pour Paris et pour le Grand Paris, vaut évidemment partout en France. Alors moi, je suis très heureux aujourd'hui et assez officiellement de lancer le nouvel appel à projet en faveur des transports en commun pour les projets hors de la région Île-de-France.
C'est le 4e, vous le savez tous, depuis 2008. Nous en avons longuement parlé avec Louis Nègre dans des formats précédents et je sais qu'il était attendu. Alors, comme d'habitude, puisque vous en avez évidemment maintenant pratiqué, les AOM pourront présenter leurs projets de TCSP qui seront réalisés au cours de ce nouveau mandat. Et le GART, bien sûr, sera associé à la sélection des projets. Il y a une nouveauté principale, c'est que nous mettons en place un volet spécifique pour les pôles d'échange multimodaux. C'est un sujet important. Le président de la République en a parlé lui-même hier lors de la rencontre avec les 150 conventionnels. Et sur un plan très pratique, nous prévoyons des bonus pour les opérations les plus remarquables sur le plan de la desserte des quartiers de la politique de la ville, sur le plan de l'amélioration de la qualité de l'air, ou encore sur la mise en œuvre d'une politique d'urbanisme volontaire autour des projets de transport. Le chiffre, vous le connaissez, c'est 450 millions d'euros, donc c'est tout à fait significatif. Et nous fixons la date limite de dépôt des projets à fin avril 2021. Donc, je suis ravi que cette nouvelle appel à projet soit maintenant officiellement lancée. Je ne doute pas que, comme sur les 3 éditions précédentes, nous aurons des projets de très haute qualité et surtout de très grand intérêt socio-économique, pour le dire comme ça. Le dernier mot que je voudrais c'est un mot sur l'incertitude qu'il nous faut avoir en tête sur ce que seront les modèles économiques des transports de demain. On a vu que le virus a évidemment percuté très fort nos habitudes de transport, du fait du confinement, du fait de l'anxiété que ça a généré dans la population, du fait du rapport au travail, au télétravail, qui certainement a changé de façon durable. C'est une histoire de curseur, tout ça, et puis c'est une histoire de temporalité. Évidemment, je crois que aucun des investissements de temps long n'est remis en question, aucune grande tendance sur la très grande volonté des autorités publiques au sens large de promouvoir le transport en commun n'est remise en cause, mais savoir si nous aurons un phénomène de démétropolisation, comme on a commencé à le voir en mars-avril dernier, savoir si la généralisation, même partielle, d'un jour ou plus de télétravail aura des impacts sur la fréquentation des transports en commun en locaux. Il me semble que ce sont des mesures que nous devons savoir anticiper. Et donc, j'ai confié la mission à Philippe Duron, le grand compère de Louis Nègre, sur ce sujet, qui nous remettra un rapport dans 6 mois et qui essaiera d'anticiper alors ces 2 sujets, mais pas que. Nous avons vu aussi que dans la crise, le vélo est devenu une réalité, contrairement au covoiturage d'ailleurs. Le vélo, aujourd'hui, s'établit à un niveau de 50% inférieur à celui de l'avant-crise et de façon stable. Le covoiturage, on a vu une très grande montée au moment de juin-juillet, puis il est revenu à ces niveaux classiques ou historiques, en tout cas dans les époques récentes. Bref, je crois que le sujet qu'aura amené Philippe, et je le remercie aussi par le biais de l'événement que vous menez aujourd'hui, nous permettra d'anticiper plus précisément les mutations à venir et non de les subir, et donc nous permettra d'ajuster les modèles économiques, le cas échéant, des transports publics au sens large. Je pense que c'est un élément de rassurance, d'anticipation et donc quelque part d'atténuation de l'incertitude qui aujourd'hui, pour part, nous aidera un peu tous. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs, en espérant et en sachant que vous aurez des propos et des échanges enrichissants au cours de ces 2 prochains jours. Moi, je serai évidemment attentif aux propositions, aux échanges qui pourront en émaner, parce que dans ces périodes de très grande transformation, tout ce qui pourra alimenter le ministère des Transports dans cet esprit de collaboration, de coopération que nous avons ensemble est évidemment d'une grande aide. Donc, merci beaucoup à tous. Très bon salon et à très bientôt, bien sûr. Merci, Monsieur le Ministre. Et nul doute que vos annonces de ce matin vont nourrir un certain nombre de discussions pendant ces 2 jours, notamment la prochaine table ronde sur le plan de relance. Vous avez donné un certain nombre de chiffres et surtout cette annonce de l'appel à projet. Mais je voudrais, si vous avez encore 2-3 minutes à nous consacrer, je voudrais donner la parole à Thierry Mallet qui voulait vous dire quelques mots et à Louis Nègre aussi dans la foulée, juste quelques mots pour, en réaction aux annonces de ce matin. Thierry Mallet. Monsieur le ministre, je tenais à la fois à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui, à vous remercier pendant votre mobilisation personnelle et votre soutien pendant la période de crise, pendant la période où au mois de mars-avril, nous avons dû inventer cette nouvelle mobilité, mettre en place effectivement des mesures sanitaires.
qui nous ont permis effectivement de traverser au mieux, de faire en sorte que le secteur des transports n'est pas un secteur où la contamination est restée faible ou même très faible. Et donc c'est un message à faire passer parce que notre grand enjeu, ça va effectivement de faire revenir nos passagers. En cette période, on a connu effectivement, je dirais, un niveau extrêmement bas au moment du confinement, du premier confinement, on était entre 5 et 7%. Aujourd'hui, on reste quand même aux alentours de 50%, entre 40 et 60% suivant les réseaux. Donc, on reste extrêmement faible. Ça veut dire que l'incertitude, elle est extrêmement forte. Ça veut dire que le trou, il va être probablement supérieur à celui qu'on avait imaginé en ce début d'année. Et que on voit très bien que 2021 va être une année très, très compliquée. Et sans attendre effectivement ce que va pouvoir amener la mission confiée à Philippe Duron, il est important, à l'image de ce que font d'ailleurs nos grands voisins européens, de mettre en place tout de suite un plan de soutien pour 2021, de consolider ce qui est fait en 2020 et d'avancer sur 2021. Les Pays-Bas, on est déjà en discussion sur un plan, sur la prolongation du plan qui existait déjà. Même chose en Allemagne, où la totalité des sommes qui n'ont pas été consommées vont, sur les 5 milliards, ils ont consommé que 3,5 milliards et 1,5 milliard va probablement être positionné l'année prochaine. On a vraiment besoin de certitude parce qu'on est face à un dilemme. Faut-il réduire l'offre? Faut-il pas la réduire? Faut-il continuer d'investir? Ne faut-il pas l'investir? Et bien entendu, il y aura le moment de la réinvention du modèle, mais ça sera plus tard. À très court terme, on a des décisions à prendre. On a perdu tous collectivement, autorités organisatrices, opérateurs, beaucoup d'argent. On ne peut pas continuer dans cette voie-là en 2021. Sinon, nous mettons nos entreprises en vrai risque. Donc, on a vraiment besoin d'un signal très, très fort pour s'assurer que les 6 prochains mois, on a le minimum de visibilité requise pour avancer. Merci Thierry Mallet. On rediscutera effectivement de ces questions de niveau de l'offre tout à l'heure. Louis Nègre, un court message aussi à l'attention du ministre. Oui, je ne savais pas, cher monsieur Dansard, que je faisais l'objet d'études. Alors, c'est réciproque avec le ministre. J'étudie moi aussi le ministre et je voulais lui dire la même chose que Thierry, c'est que il a une mobilisation personnelle à qui je tiens à rendre hommage. Voilà, c'est clair, c'est net. Et puis, je vais lui dire encore 2 ou 3 choses très agréables. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Sur la fameuse petite ligne internationale Nice-Cougny, il est le ministre des Transports qui fait évoluer avec le gouvernement, avec Macron qui s'est déplacé, qui fait évoluer les choses. Ça fait 25 ans que je me bats pour cette ligne avec tous les collègues. Eh bien, nous obtenons satisfaction puisqu'enfin, on va débloquer à la fois le cadre légal. Je n'ai jamais réussi à le faire bouger. Bon, maintenant, ça y est, ça bouge, la convention avec l'Italie. Et deuxièmement, avec l'argent qui va arriver. Très bien. Ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième chose, c'est que vous avez trouvé, monsieur le ministre, un accord avec la présidente de la région Île-de-France, dont nous sommes tous envieux. Cela prouve tout simplement les capacités, je dirais, pour vous convaincre de madame Pécresse. Nous espérons que nous serons à la hauteur parce que, justement, le compte n'y est pas tout à fait en province. Et puis, là aussi, encore une fois, satisfaction sur le fameux appel à projet. Vous l'avez dit, on le réclamait, le GART le réclamait. Vous le faites. J'apprécie les actes. Les discours, mon Dieu, bien. Les actes, je préfère. Alors, ça, c'est le côté sympathique de mon intervention. Après, je ne suis pas sûr que le compte y soit. Quand on discute avec les différentes autorités, et vous avez entendu ce qu'a dit Thierry Mallet, si nous voulons encore des opérateurs demain, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, le modèle économique et les aides, vous avez fait des choses. On ne peut pas dire le contraire. Bien. Mais est-ce que c'est à la hauteur, effectivement, de la crise profonde qui nous touche tous? Moi, ce qui m'inquiète, c'est, vous voyez, on va prendre au hasard le ferroviaire. Sur le ferroviaire, on a l'impression que vous bouchez les trous. Moi, le mot modernisation, dont il faut absolument se convaincre que c'est une piste, une voie de demain pour le ferroviaire français, puisqu'on est deuxième, troisième, maintenant deuxième dans le monde. On a une industrie là derrière. Donc, je plaide pour non seulement la régénération, c'est ce que vous avez fait, mais je plaide pour une modernisation et pour que le plan de relance européen suive et qu'on soit à la hauteur de ce plan de relance. Mais ça, c'est vous.
qui devez le demander. C'est donc vous qui devez vous battre. On est à vos côtés pour défendre le ferroviaire français, qui est un ferroviaire de très grande qualité. Si je reviens maintenant sur les autorités organisatrices de la mobilité, vous l'avez entendu de notre part, nous avons un versement mobilité qui est aujourd'hui globalisé dans une recette globale, qui fait qu'il y a 2 poids, 2 mesures, par exemple avec les syndicats mixtes, qu'il y a 2 poids, 2 mesures avec Île-de-France, et ça ne nous convient pas. On ne peut pas l'accepter. Donc, je remonte au créneau auprès de vous en direct pour vous dire que encore un effort, Monsieur le Ministre, parce que nous sommes dans une situation où, demain, d'ores et déjà, un certain nombre d'AOM m'ont informé qu'ils gelaient leurs investissements ou qu'ils les reportaient. Et le pire serait, en plus, qu'on baisse l'offre. Donc, ces chiffres-là, ces prises de position, je les tiens à votre disposition pour qu'on continue effectivement ce dialogue que j'espère aboutir dans un sens plus positif. On est là pour vous soutenir au sein du gouvernement. On sait que aujourd'hui, c'est pas simple du tout. Pour autant, nous, si demain matin, nous n'avons pas ces investissements, si demain matin, il y a ces reports d'investissement, c'est toute l'industrie française qui n'est pas délocalisable, qui est en France, qui fonctionne avec des champions français qu'on condamne. Donc, on vous le dit, on le dit à Bruno Le Maire, on le dit au Premier ministre et au Président de la République, c'est notre industrie qui est derrière. Et donc, ensemble, défendons quelque chose qui est franco-français par les temps qui courent. C'est pas si mal. Notre pays en a besoin. En tous les cas, les AOM sont à votre côté pour défendre cette position. Pour m'obliger à répondre. Allez-y, Monsieur le ministre, si vous avez quelques mots pour répondre. C'est quand même des sujets qui sont extraordinairement intéressants, passionnants et d'actualité. Oui. Bon, d'abord, je pense qu'il faut essayer de marcher sur 2 pieds. Le pied du soutien, le soutien le plus équitable possible. Alors, j'ai bien en tête qu'après le versement mobilité, on a mis en place, d'ailleurs, enfin, la jurisprudence IDFM s'est un petit peu installée partout en France. On a d'abord fait en sorte d'avoir le plus d'informations remontées, tant sur VM que sur perte tarifaire. Mais j'ai bien en tête qu'entre les syndicats qui ont des ressources propres et les recettes propres et les agglomérations qui en fait ont des paquets de ressources, les choses ne sont pas tout à fait alignées sur le même dispositif, mais on a essayé au cas par cas d'être le plus efficace possible. Je réponds sur revoyure, principe de réalité. On a une première crise très profonde, un dispositif. On a quand même, sur les 11,5 milliards du plan de relance, réussi à mobiliser au total plus de 60% sur le transport terrestre et singulièrement sur les transports publics. Donc, je pense qu'on peut satisfaire que ce volume, il est à la fois important et qu'il est de nature à permettre d'amortir et de relancer. Et qu'évidemment, le principe de réalité, c'est qu'à seconde vague, peut-être demain, malheureusement, à troisième vague, bref, la réalité doit continuer à s'imposer et que l'ambition pour les transports publics demeurera la pierre angulaire, j'ai eu l'occasion de le rappeler hier, de l'action de ce gouvernement qui ne s'est pas démenti depuis 2017 et que la crise finalement a permis de viabiliser en quelque sorte la pertinence de cet engagement. Peut-être 2 mots sur finalement les opportunités aussi que génère cette crise et qui sont d'ailleurs tout à fait en ligne avec ce qu'on a essayé de proposer depuis maintenant plusieurs mois. D'abord, on a fait ce grand plan de relance pour les petites lignes en disant que non seulement on devait pérenniser les petites lignes, les 9000 km de petites lignes, mais que ça devait aussi servir à mettre en œuvre des modèles un peu différents. Alors, je me rappelle qu'il y a encore quelques mois, quand on parlait train léger, chacun était dubitatif, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. On parle de modèles économiques qui sont aujourd'hui en difficulté, avec des taux de remplissage qui sont insuffisants. Je pense qu'on a un intérêt collectif à avoir des trains plus légers, un peu moins capacitaires, donc plus remplis, avec des référentiels de maintenance plus légers, donc moins coûteux. Et je le dis, ce marché-là, je le dis notamment aux constructeurs ferroviaires, ce marché-là, il n'est pas que français, il est européen. Les Portugais ont le même problème, les Espagnols ont le même problème, demain les Italiens ont le même problème. Donc le marché, il est vaste, il existe, et je le dis et je le tiens, des discussions très directes que j'ai pu avoir avec mes homologues. Donc je pense que ça, c'est un, vous voyez, quand on parle de résilience et d'opportunités industrielles, ce sont des discours qui sont tout à fait à la fois dans l'air du temps et qui sont des opportunités pour chacun pour viabiliser son modèle d'affaires. Et puis moi, je rebondis sur ce que Louis a cité comme étant un peu un moment européen, lui dire et vous dire collectivement notre très grande détermination à aller beaucoup plus loin que le plan de relance français sur nos sujets de transport.
on a fixé quelques priorités très claires sur la numérisation au sens très large, mais qui recoupe des réalités très tangibles, sur le fret ferroviaire, qui recoupe ce que vous avez un peu dit sur les pôles d'échange multimodaux, raison pour laquelle aussi nous l'avons intégré dans le 4e appel à projet, qui nous permettront de mobiliser beaucoup de moyens sur les renouvellements de matériel roulant. Enfin, on a vraiment, je crois là, une capacité à accélérer très largement la très grande transformation et aussi un peu le rattrapage de la France par rapport à certains de nos voisins européens qui ont su profiter d'autres plans de relance ou d'une décennie qui leur a été particulièrement favorable sur le financement des investissements. Donc on a conscience de ça. On a encore de très très beaux atouts à faire valoir. On est très moteur sur le dialogue européen et puis on aura la présidence française à compter du 1er janvier 2022. Donc nous comptons vraiment très pleinement utiliser tous ces leviers. Et je crois simplement, pour conclure, vous dire que vous avez ici, avec ce ministère, avec ce gouvernement, et en la personne aussi du Premier ministre, très particulièrement intéressé au sujet de transport, notamment de transport ferroviaire, et puis avec le président de la République, hein, qui a impulsé quand même depuis de nombreux mois maintenant, et qui en a fait une priorité politique très concrète, adressant la vie quotidienne et mettant au cœur de notre projet de transport les transports en commun. Je crois que vous avez là des partenaires très déterminés dans un moment difficile pour lesquels nous aurons à construire collectivement de la solidarité et à escompter des effets très concrets. Donc, je voulais vous dire ça en conclusion de ce début de salon et en vous souhaitant à nouveau un excellent moment. Merci, Monsieur le ministre, de vous être prêté à cet échange en direct en ce début de conférence. Merci à vous. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous allons, quant à nous, rebondir sur la fin de votre intervention. Vous parliez de l'Europe et nous allons essayer, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe, d'élargir un peu le champ de nos constats avec Mohamed Mesghani. Merci, Monsieur le secrétaire général de l'UITP, d'être avec nous. Au revoir, Monsieur le ministre. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu tout à l'heure que on essayait de trouver, Louis Nègre, Thierry Mallet, Monsieur le ministre, essayer de trouver un peu des comparaisons. Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Je compte un peu sur vous aujourd'hui pour nous dire un peu, vous qui avez une vigie, une capacité d'observation de ce qui se passe dans les pays européens, mais aussi à l'international, de nous dire un peu votre constat sur ce qui se passe dans le transport public dans tous ces pays, et puis les pistes peut-être pour espérer on ne va pas dire d'un retour à la normale, parce que ce n'est pas comme ça forcément que ça va se passer, mais en tout cas, un retour à meilleure fortune. Monsieur Mesghani? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie le GIE, bien sûr, l'UTP et le GART. Je suis très heureux d'être avec vous. Bien sûr, je ne suis pas compétent pour parler de la situation française, bien qu'elle nous inspire aussi dans les actions de l'UITP. Je voudrais commencer par peut-être rappeler 3 ou 4 enseignements essentiels que nous retenons de cette crise. Le premier, c'est que les transports publics sont un service essentiel. Et je pense que cette crise l'a démontré. C'est-à-dire que quand nos villes se sont arrêtées ou quand nos villes se sont fermées, les transports publics ont continué à être exploités pour, bien sûr, transporter le personnel de santé, pour ceux qui n'ont pas aussi d'autres choix de mobilité. On a vu aussi le sens de la responsabilité des entreprises de transport public et le dévouement du personnel de transport public. Deuxièmement, un deuxième enseignement, c'est que le service de transport public s'est révélé être vulnérable. On n'était pas prêt à affronter une crise sanitaire comme celle-ci. Il a fallu introduire de nouvelles pratiques de désinfection, de distanciation physique et de renforcement de la ventilation, par exemple. Donc, des nouvelles pratiques qui permettent d'améliorer la résilience du transport. Et donc, cette question de la résilience est très importante, sur laquelle les acteurs du transport public devront continuer à travailler. Le troisième enseignement, c'est que les transports publics sont apparus comme étant un service sous-évalué. Bien qu'il existe un consensus essentiel sur le rôle des transports publics, le secteur n'a pas eu le soutien financier et institutionnel nécessaire, ou l'a eu de manière insuffisante et tardive, malheureusement. Et c'est le cas dans tous les pays. Je veux dire, la France n'est pas différente des autres pays, mais d'une manière générale, ce support financier n'est pas arrivé. Et on voit que
le fait qu'il soit sous-évalué, on le voit même maintenant dans la stratégie de mobilité durable qui vient d'être publiée par l'Union européenne. On voit que le transport public n'est pas assez mentionné dans cette stratégie. Le mot transport public est mentionné uniquement 2 fois dans toute la stratégie, qui se focalise surtout sur les aspects technologiques et pas assez sur les aspects d'organisation de la mobilité. Et enfin, le quatrième enseignement que je voulais mentionner, c'est que les transports publics ont aussi été injustement accusés d'être un lieu à risque pour la transmission du virus, et malheureusement, nous payons ce prix-là encore, parce que si une certaine partie de la population ne revient pas dans les transports publics, c'est aussi à cause de cette stigmatisation du service. Donc, nous, et vous savez bien sûr qu'un grand nombre d'études scientifiques montrent le contraire. Donc, je ne vais pas revenir, juste vous dire que toutes ces études ont été répertoriées et publiées sur notre site web de l'UITP et je vous invite à les consulter. Donc, avec ce deuxième confinement ou cette deuxième vague, on voit que la fréquentation après avoir augmenté et atteint des niveaux à Vienne, à Berlin ou à Oslo, on a atteint 80% quand même de ce qu'elle était avant l'apparition du virus. Mais la baisse de fréquentation suite à ce deuxième confinement est moins sévère, donc on est autour de 50%, 40% dans certaines villes, donc est moins sévère. Donc ce qui montre aussi que bon, il y a encore une envie, j'allais dire, d'utiliser les transports publics. Donc, essayons de réfléchir maintenant à ce que sera la mobilité urbaine après cette crise sanitaire. Je pense que pendant le confinement, tout le monde s'est rendu compte de la quantité d'espace consacré au trafic et aux voitures. Je dirais même l'espace gaspillé par les voitures. Et il est essentiel de repenser le partage de l'espace urbain dans nos villes et de donner la priorité aux modes qui sont le plus efficaces en matière de consommation d'espace. Une étude récente, une enquête récente qui a été réalisée au niveau européen par YouGov montre que 65 à 85% des citoyens européens désirent plus de place accordée au transport public, au vélo et à la marche. En d'autres termes, nous devons vraiment transporter ou déplacer les personnes et arrêter de déplacer les voitures. Il faut donc profiter de cette nouvelle dynamique pour envisager, par exemple, des solutions comme le péage urbain qui vont permettre non seulement de limiter le trafic automobile et les nuisances, parce que malheureusement, ces nuisances n'ont pas disparu avec cette crise du coronavirus. Donc, non seulement limiter le trafic et les nuisances, mais aussi avoir une source de financement supplémentaire pour les solutions alternatives dans le transport public. Je pense que d'une manière générale, nous avons une parenthèse de 100 ans où nos villes ont été dominées par la voiture et il est peut-être temps de refermer cette parenthèse. Et le défi de réduire l'utilisation individuelle de la voiture offre l'opportunité d'accélérer le développement de solutions de mobilité partagée et de solutions de mobilité à la demande. On voit maintenant que, bien entendu, il y a une diversité d'options de transport disponibles et on est en train de changer le paradigme. On passe de l'offre à la demande, on passe de l'infrastructure de transport au service, on passe du prêt-à-porter vers le sur-mesure. Et dans cette situation qui est un peu plus complexe, bien entendu, le transport public de masse sera l'épine dorsale du transport et lequel devra être complété par ces modes à la demande et des solutions alternatives. Je pense qu'il faut aborder la réflexion en arrêtant de penser le transport public de station à station, mais de porte à porte, et essayer de définir un système, un schéma où l'utilisateur peut planifier, peut choisir le mode qu'il faut en fonction du motif de voyage, en fonction de l'endroit, en fonction du moment de la journée ou du jour de la semaine, et construire son package de mobilité de porte à porte. Et dans ce package-là, bien entendu, le transport public a un rôle essentiel à jouer. Voilà ce que je voulais dire peut-être en réponse à votre question en introduction de cette séance. Merci. Merci Monsieur Mesghani d'avoir défendu ce changement de paradigme que je pense tous les défenseurs du transport public applaudissent. Mais juste une petite question. Tout cela va nécessiter des investissements, tout cela va nécessiter le retour de la confiance d'un certain nombre d'usagers. Vous pensez que ça va prendre combien de temps pour qu'on oublie un peu cette crise pour repartir sur une construction telle que vous l'avez envisagée? Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que
on ne retrouvera pas les taux de fréquentation qu'on avait avant cette crise rapidement. Il y a une étude intéressante qui a été faite en Australie, dans la région de Melbourne, où on enregistre donc une baisse de la fréquentation qui varie de 6 à 20%, 6% dans la périphérie de Melbourne, 20% dans le centre. Et on estime qu'on pourra récupérer 80% de la fréquentation rapidement. Le bus progressant plus rapidement que le transport ferroviaire. Environ 6% des utilisateurs opteront définitivement pour la voiture. C'est ce que fait ressortir cette étude. Et le reste pour des modes alternatifs, la marche, le vélo, ou se déplaceront moins souvent. On a mentionné le télétravail tout à l'heure, qui y aura un impact sans doute. Mais vu que la tendance avant la crise du Covid était à la hausse de l'usage des transports publics, on estime que cette tendance va continuer malgré tout, et donc on mettra à peu près 7 ans à retrouver des niveaux de fréquentation d'avant la crise. C'est l'estimation qui a été faite à Melbourne. Alors, Melbourne est une région aussi où la croissance du transport public était forte. Donc, pour des endroits où la croissance était moins forte avant, peut-être qu'on mettra plus de temps. Mais je pense que Thierry Mallet, qui préside une association d'opérateurs de transport, a peut-être aussi des chiffres, des simulations dans ce sens. Merci, M. Mesghani. Et puis, je rappelle que Melbourne et l'Australie ont été assez peu touchés en plus par le virus. C'est une île certes grande, mais ils ont vraiment su maîtriser le virus. Thierry Mallet, justement, comment voyez-vous on se projette peut-être un peu, hein, on a parlé tout à l'heure, et on parlera tout à l'heure du plan de relance dans la deuxième table ronde. Là, on se projette un petit peu sur les perspectives. Mohamed Mesghani dressait quelques pistes. Quel est votre sentiment sur la façon dont il faudrait agir pour doper le transport public selon ce que vient de dire le secrétaire général de l'UITP? Merci. Dans la continuité, je voudrais d'abord dire que le transport public, et ça a été évoqué, a un rôle essentiel. Et son rôle essentiel, il va être d'autant plus important qu'on arrive dans une période de crise sociale, de crise économique, dans lequel beaucoup de Français ne vont plus forcément pouvoir se servir de leur voiture et seront ravis de trouver une alternative avec du transport public pour se déplacer. Et je pense notamment dans les périphéries des grandes villes, où avant cette crise, on avait déjà identifié une demande forte. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, et les chiffres sont révélateurs même quand on parle de l'Australie, et on voit bien que la demande, elle est beaucoup plus forte en périphérie que dans le centre-ville, et qu'on a déjà une espèce de profil qui est en train de se décrire de ce que peut être la mobilité demain. Donc il y a un rôle extrêmement important sur le plan social du transport, qui fait qu'on doit effectivement le préserver, probablement l'amplifier, ou réfléchir à comment effectivement le redistribuer de manière différente. Si demain on constate, une fois que la crise est passée, qu'il nous manque un certain nombre de passagers, et je pense qu'aujourd'hui on est en moyenne entre moins 50 et moins 40%, les meilleurs chiffres obtenus dans les différents réseaux étaient plutôt aux alentours de 80% en octobre, ce qui montre quand même qu'il y a quelque part autour de 15-20% une espèce de limite qu'il va être difficile de dépasser, probablement du fait de changements de comportement. On l'a évoqué, il y aura le télétravail qui fait qu'on va passer d'une mobilité subie à une mobilité choisie, probablement des déplacements différents. On va avoir également la place qui a été prise par le vélo et la marche. Aujourd'hui, c'est un phénomène de centre-ville. Demain, ça peut être un phénomène de périphérie, hein, si on joue bien le multimodal, parce que le vélo assistance électrique est également une solution pour le premier et le dernier kilomètre, mais ça suppose effectivement d'avoir à la fois de l'offre de qualité en périphérie et des solutions multimodales pour le faire. Et il y a également la place prise par la voiture, avec la peur des transports publics, et celle-là va subsister un petit peu avec un effet dans le temps qui va aller probablement s'amenuisant. Ce qui veut dire qu'une première piste va être clairement de se demander si on ne peut pas redéployer l'offre, c'est-à-dire que on a un besoin qui reste extrêmement fort en périphérie, on le voit bien. C'est là où effectivement il y a un risque, je dirais, de rupture à la fois sociale et territoriale. C'est là où effectivement sont souvent les enjeux de la France périphérique. Et donc, une première question qu'on peut se poser, si on a moins besoin de transport public dans les centres-villes parce que d'autres modes doux ont pris la place, pourquoi ne pas redéployer cette offre en périphérie? Ce qui est déjà une première réponse, où là, les clients existent. Et dès qu'on a mis dans les dernières années des offres en périphérie, on a bien vu que ça marchait bien et c'est probablement l'endroit où ça a le mieux résisté pendant cette crise. Ça, c'est une première piste.
Il y a un deuxième enjeu, c'est l'enjeu effectivement, je dirais, de la transition énergétique. C'est-à-dire que nous ne réussirons pas les objectifs de transition énergétique au niveau européen avec un objectif de réduire de 55% nos émissions à l'horizon 2030, simplement en passant à des voitures électriques. On voit bien que les transports publics ont un rôle à jouer, mais ça va venir également avec la réglementation et avec le développement de l'offre. Je pense qu'au-delà effectivement du redéploiement de l'offre, je pense qu'il faut de manière volontariste déployer l'offre. On ne peut pas faire des zones à faible émission si on ne les accompagne pas d'une offre de transport public importante. Les gens ne vont pas simplement abandonner leur voiture diesel et pouvoir se payer une voiture électrique, surtout pas dans la situation économique qu'on connaît. Ça veut dire que le parallèle de villes apaisées ou de villes dans lesquelles on aura plutôt des voitures propres, c'est aussi plus de transport public. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité, puisque cette diminution d'offres va nous permettre éventuellement de la redéployer, de la repenser. Il y a les modes doux qui sont installés, il faut travailler l'interface avec les modes doux, aussi bien en milieu urbain qu'en périphérie pour en faire une solution pour le permis et le dernier kilomètre. Ça va permettre aussi d'avoir des heures de pointe probablement plus apaisées, c'est-à-dire ça peut soit être une meilleure qualité de service pour ceux qui prendront les transports publics, soit réduire les coûts, parce que notre coût est très souvent dimensionné sur l'heure de pointe. L'heure de pointe est le facteur clé sur lequel on se base pour pouvoir arriver à organiser nos transports publics. On a des économies importantes si l'heure de pointe diminue, si on arrive à mieux la lisser, ce qui suppose probablement aussi des changements de comportement, comme celui d'accepter de décaler les horaires, aussi bien au niveau des entreprises que dans l'éducation nationale, hein, qui est un gros utilisateur de transport public, ou du moins les étudiants et les scolaires sont des gros utilisateurs de transport public. Je pense qu'on a l'occasion, avec cette crise, sous réserve qu'on a effectivement tous les mécanismes qui vont nous permettre de la traverser sans difficulté et d'être en situation saine à la sortie, de repenser la mobilité, élément essentiel, facteur essentiel sur le plan social, facteur essentiel, je dirais élément essentiel sur le plan environnemental, en redistribuant l'offre, en réfléchissant à de nouvelles solutions de mobilité, en certaine façon mieux avec les transports publics. Merci beaucoup Thierry Mallet. Vous avez dit une chose importante parmi toutes les pistes que vous avez évoquées, c'est que vous pensez qu'il va y avoir une diminution de l'offre dans les mois et les années à venir, qui sera propice peut-être à une redistribution, à une autre façon de faire. Ça vous semble absolument inéluctable, cette diminution de l'offre? Alors, il y a une diminution de la demande, ça c'est sûr. La vraie question, est-ce qu'on est en moyen financier de soutenir? Est-ce que si nous n'avons pas les moyens et le soutien financier, je ne pense que la réduction de l'offre, elle est inéluctable. On ne peut pas, ni les autorités organisatrices, ni les opérateurs, maintenir un niveau d'offre à perte pendant plusieurs années. Bon, des pays de manière volontariste, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, soutenu l'offre de manière très très forte pendant la crise. On voit bien qu'ils continuent à poursuivre effectivement, puisque les discussions se poursuivent aujourd'hui pour étendre ce plan en 2021 pour maintenir l'offre. Aux Pays-Bas, ça se traduit par un maintien de l'offre avec une légère probablement diminution de l'offre, avec une légère diminution de l'offre de l'ordre de 5 à 10% suivant les réseaux, afin de s'adapter à la nouvelle offre. À un moment donné, s'il y a vraiment moins de monde, de manière durable, il faut diminuer l'offre et probablement la réadapter, parce que je pense qu'il y a des clients qu'on peut aller chercher en périphérie. Donc je pense qu'on n'a pas satisfait totalement l'offre de transport aujourd'hui. Hein. Clairement, je pense que dans les centres-villes, l'offre est très bien satisfaite, notamment dans les centres urbains. On a effectivement les transports publics, il y a beaucoup de modes alternatifs, il y a du vélo, il y a plein de choses qui sont développées. Je pense qu'en périphérie, en France, on est toujours en manque d'offres. Donc, c'est une opportunité aussi de redistribuer cette offre en périphérie où on sait qu'on aura des clients. L'expérience qui avait été tentée par Île-de-France Mobilité en grande couronne, je dirais, avec le Grand Paris des bus, a montré que 10% de bus supplémentaires, c'était 15% de passagers supplémentaires. Donc, on voit bien qu'il y a un réservoir important de demande qui n'est pas aujourd'hui satisfait et pour lequel il y a vraiment une demande sociale extrêmement forte qui, je pense, va aller en croissant dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec les difficultés économiques qu'on va rencontrer. Merci beaucoup Thierry Mallet. Anne Girard, vous connaissez bien aussi bien les agglomérations que maintenant la région, vous êtes conseillère de l'Aquitaine. Thierry Mallet évoquait une autre façon aussi de considérer les choses avec les aménagements horaires, etc. On demande souvent beaucoup de choses au transport public, de s'adapter, mais il faut aussi peut-être que la société s'adapte.
vous êtes aussi convaincu que c'est une des pistes? Oui, effectivement, je voulais rebondir sur les propos de Thierry Mallet parce que on n'arrête pas de se poser la question, est-ce que tout le monde va revenir dans les transports publics? Et j'ai envie de dire, est-ce que tout le monde doit revenir dans les transports publics? Parce que si on s'interroge sur le modèle économique, notamment face à la baisse des recettes tarifaires, hein, mais voire la gratuité, mais c'est un autre débat, je crois qu'on peut aussi questionner la logique de toujours plus de fréquentation dans les transports en commun. En fait, on a un objectif partagé, la mobilité durable, surtout pas moins de mobilité, je dirais même. Donc, il faut aller vers plus de complémentarité, je crois que tout le monde l'a dit, et y compris le ministre. Voilà, les bus, vélos, marches, covoiturage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe au maximum. Mais moi, je pense que c'est aussi le moment au-delà de la question sanitaire, de réinvestir les questions de sûreté, et on en parlera demain, et de confort. En fait, presque un slogan moins nombreux, plus heureux dans les transports, parce que si on ne peut pas évaluer maintenant la modification des déplacements de la population à l'avenir, les conséquences du télétravail, je crois qu'on peut dès maintenant travailler de manière beaucoup plus systémique. En fait, toute la question, c'est est-ce qu'on pourrait ne plus dimensionner les transports en fonction des pics de fréquentation? En fait, on fait porter au transport, mais pas seulement, on fait aussi porter aux bâtiments, aux logements, des logiques de capacité. Peut-être qu'on pourrait vraiment essayer d'inverser cette dynamique, pas simplement décaler de 30 minutes un horaire de cours à l'université, mais aller plus loin. En fait, il faudrait essayer de différer. Bon, on prend l'exemple de l'université parce qu'il est vraiment intéressant. On pourrait différer les logiques de rentrée selon les filières, de sortie dans l'année, dans les domaines où c'est possible. Ça se travaille. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que c'est vraiment, ça touche pas que la question des transports. Pour moi, ça touche aussi la question du logement, qui est une véritable question, même si c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait saisir ce qu'a proposé la LOM, la loi dans son application, c'est qu'on maintenant on a un espace de concertation avec les entreprises, les employeurs au sens large. Et pour moi, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que même si on le souhaite en tant qu'autorité organisatrice, en tant qu'élu, on n'arrive pas toujours à avoir tous les employeurs autour de la table, toutes les institutions. Et c'est vraiment cela qui peut nous permettre demain d'instaurer un dialogue. Et on va pouvoir avoir une vision plus globale et on évoquera plus ces questions de décalage de manière marginale. Donc je pense que, enfin je dirais en conclusion par rapport à ça que peut-être que voilà il y a cette injonction écologique qui nous amène à vouloir des transports plus propres, plus économes et peut-être essayons de nous offrir le luxe de transports qui respectent aussi l'espace vital de chacun. Merci à Anne Gérard. Louis Nègre, on s'aperçoit au fil des interventions de Mohamed Mesgani, de Thierry Mallet, d'Anne Gérard que cette crise impose ou incite à remettre à plat un certain nombre de choses avec évidemment l'autorité publique, les autorités organisatrices au centre du jeu. C'est aussi votre conviction qu'il faut saisir ce moment pour recaler un certain nombre de choses et faire en sorte, aussi bien du point de vue du financement que des moyens d'agir sur l'aménagement et la mobilité, que c'est vraiment le moment. Et j'ajouterais juste un mot en incitant tous ceux qui nous regardent à poser des questions. On aura 5 minutes à l'issue de ces échanges pour prendre 2-3 questions. Louis Nègre. Oui, simplement, l'histoire nous apprend que les dinosaures ne se sont pas adaptés à un monde qui évoluait et vous en mourrez. Donc, il n'est pas question de ne pas s'adapter, au contraire. C'est ça, notre force à nous tous. On est des gens de terrain, on est des opérateurs, on est des élus de proximité. Et donc, ce que nous voulons, c'est servir notre population et les usagers. On est en pleine crise. Eh bien, essayons, comme l'ont dit les précédents intervenants, de trouver à la fois des réponses à cette crise que personne n'attendait, que personne n'a donc préparé. C'est pas une raison pour rester inactif. Et donc, il faut être réactif. Alors, on a plusieurs pistes devant nous. Encore une fois, moi, je suis un pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est les pistes de demain. Et donc, vous l'avez entendu, Philippe Duron a reçu une mission de la part du ministre pour examiner le modèle économique de demain. Avant la crise, on se posait déjà la question. Et comme l'a très bien rappelé tout à l'heure Anne Gérard, nous avons souhaité nous-mêmes, en tant qu'autorité organisatrice de transport, que
les entreprises privées et publiques, hein, je le rappelle, qui versent le versement mobilité, qui est un élément très important du système économique français des transports, puissent participer autour d'une table. Donc, c'est ensemble et ensemble, collectivement, qu'on arrivera à trouver des pistes. Thierry, là encore, qui connaît bien le terrain, dit, mais en centre-ville, on va avoir des moyens, je dirais, complémentaires, à commencer par la marche à pied. Hein. Si nous, les autorités responsables de transport et en même temps de la voirie, nous faisons des trottoirs plus larges, plus, je dirais, plus agréables, eh bien, on s'aperçoit. J'ai un cas en tête chez moi qui est très significatif, hein, dans lequel, à partir du moment où vous offrez une voirie de qualité, les gens se remettent à marcher. Voilà. Si la ville est agréable, si nos centres-villes sont agréables, vous aurez une demande pour la marche, vous aurez une demande pour le vélo, voire les trottinettes qui sont en train de s'organiser et qui peuvent faire le dernier kilomètre là aussi. Donc, il y a tout, sans compter effectivement les conséquences du télétravail sur les transports en commun. Donc, nous avons des changements de comportement. C'est une crise, elle nous affecte tous. Ces changements de comportement, nous devons les prendre en compte. C'est le cas à l'heure actuelle déjà. Et puis, nous devons anticiper. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors, le secrétaire général de l'UITP, j'ai bien aimé votre formule, monsieur, où on est plutôt là pour déplacer les personnes que les voitures. Je trouve que ça résume bien la philosophie que nous devons avoir. Les voitures continuent à exister, entre autres parce qu'on a une industrie européenne de la voiture qui pèse beaucoup. Bien, mais pour autant, nous devons, nous, viser une transition écologique. C'est l'objectif numéro 1 pour les politiques et donc pour nous tous. Nous nous sommes engagés, Thierry l'a rappelé fort justement tout à l'heure, nous avons des objectifs très ambitieux. C'est la France elle-même qui demande à l'Europe d'augmenter la décarbonation. Très bien, parfait. Alors, nous avons un boulevard, monsieur Dansard, devant nous pour les transports en commun, parce que noblesse exige, noblesse oblige. Si nous avons ces ambitions-là au niveau supérieur, eh bien qu'on les mette sur le terrain et que le gouvernement soit cohérent avec l'Europe pour nous aider. J'ai bien entendu que tout à l'heure, l'Europe elle-même n'avait cité que 2 fois les transports en commun. C'est peut-être aussi notre faute. Peut-être que nous ne sommes pas assez incisifs. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons devant nous un vrai challenge et qu'on est tout à fait prêt, les autorités de transport, l'UITP, l'UTP, à le relever ensemble parce que nous n'avons pas le choix. Voilà, tout simplement. Merci Louis Nègre. Mesgani, en fait, on entend parmi vous tous la nécessité de reconfigurer un peu les choses autrement. Anne Gérard disait de ne pas tout indexer sur les pics de fréquentation du matin parce que ça demande une configuration très coûteuse de l'offre et peut-être de faire les choses autrement. Vous êtes convaincu aussi que c'est une des pistes importantes de l'avenir? Bien entendu, ça fait partie en tout cas de la réflexion et des pistes importantes. Si vous permettez, je voudrais revenir sur la question de la transition écologique sur laquelle vient d'insister Louis Nègre, parce que bien entendu, c'est une question importante. Et le problème, c'est que dans transition écologique, on ne tient compte que du mot écologique et qu'on considère, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la stratégie de développement durable de la Commission européenne, on ne parle que d'électrification, on ne parle que de solutions technologiques. Et on oublie que dans le développement durable, il y a l'environnement, l'économie et la société. Et que si on approche le problème uniquement en essayant de remplacer les moteurs existants par des moteurs électriques, nous ne résoudrons rien parce que les embouteillages resteront, parce que aussi, comme vient de le mentionner Louis Nègre, il y a plus d'espace qui est consacré aux piétons, plus d'espace pour les vélos, plus d'espace pour les terrasses de cafés, de restaurants, etc. Et donc, il y a de moins en moins d'espace pour la voiture. Et si d'un côté, les gens ne reviennent pas vers les transports publics et
utilisent encore plus la voiture, nous allons créer encore plus d'embouteillages. Et vraiment, dans cette question de transition écologique, nous ne devons pas nous limiter uniquement à l'environnement, nous ne devons pas nous limiter uniquement à réduire la pollution, mais également à la question de comment mieux occuper l'espace. Et un embouteillage propre restera toujours un embouteillage de toute façon. Et donc, cette question est fondamentale et c'est ce qu'on a essayé de rappeler aussi à la Commission européenne. Et j'espère que la réaction au niveau du gouvernement français, au niveau des organisations professionnelles françaises aussi, vis-à-vis de cette stratégie de mobilité durable de la Commission européenne, sera aussi dans ce sens de rappeler qu'il ne s'agit pas uniquement de traiter la question de l'environnement. Bien entendu, elle est importante, elle est essentielle, elle est primordiale, mais il faut aussi traiter les deux autres dimensions du développement durable qui sont l'économique et le social. Donc, je pense que c'est un point très important vraiment, parce que sinon, nous ne résoudrons rien, malheureusement. Nous retomberons encore dans les mêmes problèmes. Thierry Mallet, Louis Nègre évoquait cette question de l'espace public, qu'il voulait inciter les Français à la marche. J'ai bien dit à la marche, pas en marche. Mesgani signalait que c'était un problème évidemment d'occupation et d'aménagement. Vous qui êtes un grand observateur de la ville et un grand marcheur aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution globale des discussions? En fait, chacun n'est plus dans son couloir et on commence à envisager les choses vraiment de façon différente aujourd'hui. Je pense de toutes les manières qu'il y a effectivement avec cette crise l'arrivée du vélo et de la marche qui sont des éléments importants. Et il y a une redécouverte de la ville, il y a une redécouverte des enjeux de proximité. La première réponse aux besoins de mobilité, c'est la proximité. Anne Gérard en a parlé tout à l'heure. On a un vrai enjeu de conception de la ville. On a conçu l'univers où on existe aujourd'hui et beaucoup de villes depuis les années 50 pour la voiture et non plus pour les transports publics. Je rappelle qu'en France, on a en réalité démonté des dizaines de milliers de kilomètres de tramways partout. Et on est en train de les remettre depuis les années 80. Donc on avait effectivement une ville jusque dans les années, je dirais jusqu'à la fin de jusque dans l'entre-deux-guerres qui avait été vraiment conçue pour des transports partagés, pour les transports publics. On est passé dans une ville conçue pour la voiture. Donc on a un peu de mal à s'en passer. On voit bien d'ailleurs que les solutions classiques de transport public ne sont pas toujours aussi efficaces en périphérie. On va avoir besoin de retrouver un minimum de proximité parce que je pense qu'on s'aperçoit que cet univers qui a été bâti en grande banlieue n'est pas forcément un univers dans lequel les gens ont choisi de vivre, parce que c'est un univers où on doit prendre sa voiture pour faire la moindre course. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux d'aménagement de l'espace. Ça va prendre du temps, donc c'est à nous d'apporter des solutions entre-temps. La voiture va toujours faire partie de la solution. L'idée, c'est qu'on s'en serve le moins possible, c'est-à-dire qu'elle vous permette d'aller à un parking relais parce que vous aurez une offre de qualité. Dans l'espace urbain, dans les centres-villes, on voit bien qu'on va avoir des arbitrages à faire entre les voitures, entre les vélos, entre les piétons, entre les transports publics. On ne peut pas, on voit bien l'arrivée des coronapistes a montré que, d'abord, on est capable de faire des choses très vite. Alors parfois, il faut des années pour avoir des voies de bus. J'aimerais bien que les voies de bus aillent aussi vite que les coronapistes, parfois. Ça, c'est une indication que ça vaut la peine de faire des tests et puis après, on bouge. Ça montre que c'est possible. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'on trouve effectivement le juste équilibre parce que parfois, les coronapistes se sont faits aux dépens des transports publics. Bon, mais ça fait partie également des objectifs de court terme. Mais là, je pense qu'il y a besoin de retrouver effectivement un équilibre dans les villes entre les transports publics et le vélo, sachant que le vélo, pour moi, est une bonne nouvelle. Le vélo, il est très souvent assistance électrique. Il faut l'intégrer dans la vie. Il faut l'intégrer, je l'ai dit tout à l'heure, dans les centres-villes, mais il faut surtout l'intégrer en dernier kilomètre. C'est-à-dire que l'endroit où on ne l'intègre pas suffisamment, c'est des parkings réservés qui sont protégés en périphérie, qui vous permettent effectivement d'utiliser le vélo et pas simplement la voiture quand vous êtes en périphérie, parce que là, le vélo n'est pas encore une situation, quelque chose de facile, parce que votre vélo, vous ne pouvez pas forcément le mettre dans le train derrière, donc il faut que vous puissiez le garer et vous êtes sûr de le retrouver le soir. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à mener effectivement sur ce partage de l'espace urbain, sur le péage urbain, qu'évoquait tout à l'heure Mohamed, qui est une très très bonne solution, mais le péage urbain ne marche que s'il est accompagné également d'une offre importante de transport public, parce qu'il ne faut pas que ça pénalise les riches contre les pauvres. Le but du transport urbain, il peut éventuellement pénaliser ceux qui sont seuls dans leur voiture par rapport à ceux qui covoiturent.
pour donner un exemple. Mais dans les pays où ça a été un succès, je pense notamment à la Suède, ça a été un outil de financement du transport public. C'est-à-dire que le péage urbain s'est accompagné d'une offre de transport public. Il faut qu'il y ait une alternative au péage. On ne peut pas mettre du péage juste pour récupérer de l'argent. C'est un moyen de financer le transport public complémentaire. Et je pense que l'enjeu, c'est effectivement une ville qui est plus durable, plus sociale, mais également plus apaisée. Ça a été évoqué tout à l'heure. L'apaisement dans les transports publics, la qualité de vie est un élément important. On voit bien aujourd'hui aussi que l'enjeu du choix des territoires, ce ne sont plus les entreprises choisissent les territoires parce que il y a des gens, les gens viennent habiter dans ces territoires et les gens choisissent les territoires pour la qualité de vie qu'il y a. Et donc le transport a un rôle important à jouer là-dedans. Donc toute la réflexion autour de l'aménagement urbain, du partage de l'urbain, de la ville apaisée vont être des thèmes importants et le transport public a vraiment son rôle à jouer, sa contribution à apporter dans ce débat. Merci beaucoup. Manifestement, vos échanges ont inspiré ceux qui vous écoutent et qui vous regardent. Plutôt des remarques que des questions. Je vous en confie une. Karim qui nous dit que vos échanges posent la question du cadencement des offres par rapport à l'offre capacitaire, notamment au regard des pics de fréquentation. Donc, on va bien voir effectivement qu'il y a plein de conséquences à une autre façon peut-être de considérer les choses, de considérer la mobilité, à voir comment nos concitoyens vont demain se comporter une fois que la crise sera passée. Merci en tout cas pour ces échanges. On va tenir l'heure comme il se doit. Je voudrais juste donner en conclusion la parole à Anne Gérard qui préside le GIE Objectif Transport Public. C'est une première conférence. Il y en a d'autres qui vont suivre. Le défi d'un 100% digital, c'était pas évident quand même de prendre cette décision. Manifestement, tout le monde répond présent. Oui, je vous remercie, j'en suis absolument ravie. Effectivement, on a fait en sorte, je vous rappelle que ce salon aurait dû se tenir d'abord en juin, nous l'avons reporté en décembre. On a vraiment fait en sorte de s'adapter au fur et à mesure, mais c'était extrêmement important qu'on puisse le tenir, même en ligne, qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Et je remercie aussi Mohamed Mesgani, que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer, puisque voilà, il y a eu des élections municipales et il était aussi important que tous les nouveaux élus puissent rencontrer l'ensemble des opérateurs et qu'on puisse aussi avoir l'occasion de dialoguer avec le ministre. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un pari, on le tient. Il y a effectivement 4 conférences aujourd'hui, 3 demain, et puis en parallèle, on a des rendez-vous qui vont s'organiser entre des exposants donc virtuels, et aussi des agoras pour que chacun puisse présenter son service, son produit. Donc je pense que c'est une bonne chose et on est là. Et puis j'en profite quand même pour vous dire qu'on va se retrouver physiquement au mois de septembre, le 28 et le 29 à Toulouse pour les rencontres nationales du transport public. C'est ce que je souhaite en tout cas. Bien, merci Anne, merci à tous et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes exactement pour la deuxième table ronde, deuxième conférence consacrée à la crise sanitaire et plus particulièrement aux enjeux du plan de relance où on va parler encore plus fortement de l'aspect financier. Bonne journée à tous et à dans 10 minutes pour la prochaine conférence. Merci, au revoir. Merci, au revoir.